C'est un département qui conduit des missions de conseil interne à la croisée entre la stratégie, entre la gestion des risques et l'audit. L'inspection générale, c'est quelque chose qui est résolument français. Il n'y a que dans les banques françaises qu'on trouve l'inspection générale. Tu ne trouveras pas d'inspection générale chez Barclays, tu ne trouveras pas d'inspection générale chez JP Morgan. L'inspection, elle a un double but. Au-delà d'éclairer le top management, elle a aussi cet objectif qui est d'être un vivier de talent pour la banque. Quand je regarde les profils des inspecteurs autour de moi, il y a vraiment tous les types de profils. Des gens qui ont fait une alternance à la Société Générale et qui étaient pas du tout dans des départements de stratégie, mais qui étaient dans des départements plutôt support, des gens qui ont fait de la banque d'investissement, des gens qui ont fait du conseil auparavant, des gens qui ont fait de l'audit. Vraiment, il n'y a pas de profil type. Bonjour Olivier. Bonjour Guillaume. Olivier, merci d'avoir accepté notre invitation pour partager ton parcours, tes expériences au sein du podcast de Training You, le Choose Your Career. Je rappelle que tu es aujourd'hui associate en aviation, financing et advisory chez Société Générale et que tu as auparavant débuté ta carrière dans l'inspection générale de la banque. On va en parler dans le podcast. D'abord, quelques mots sur ton parcours. Est-ce que tu peux te présenter et rappeler les quelques étapes clés de ce parcours? Je m'appelle Olivier, je suis originaire du sud de la France. J'ai fait un lycée international dans une section franco-britannique. J'étais en section ES. Et à l'issue de mon lycée, j'ai décidé de faire des études à l'international. J'ai fait une année d'études à Édimbourg en économie et en relations internationales. Ça m'a pas plu. et après un an, j'ai décidé de me réorienter et je me suis réorienté à la fac d'économie d'Aix-en-Provence. J'étais en éco-gestion pendant 3 ans. Après ces 3 ans, j'ai rejoint Sciences Po, où j'étais étudiant dans un master qui s'appelait le Master Economics and Business, qui était un master surtout d'économie, mais qui avait aussi des électifs de finance d'entreprise que j'ai choisis. Et je me suis beaucoup épanoui dans la finance d'entreprise et donc j'ai fait des stages, surtout des stages en finance d'entreprise, donc en M&A et en private equity. Et j'ai décidé, au moment où j'ai été diplômé, de rejoindre l'inspection générale de la Société Générale. J'ai donc été inspecteur junior pendant 3 ans. J'ai surtout fait des missions sur la banque de détail et sur la banque d'investissement et de marché. Et plus récemment, donc en février de cette année, j'ai rejoint la banque de financement où je suis désormais, comme tu le disais, associate dans une équipe de financement d'aviation. Alors tu parlais de tes stages en corporate finance et c'est à ce moment-là qu'on s'est connus puisque Exactement. tu as été l'un des premiers étudiants de Training You il y a quelques années. Qu'est-ce que tu cherchais à l'époque? En gros, pourquoi tu as décidé à ce moment-là de chercher des stages en corporate finance et comment ça t'a aidé? Oui, effectivement, c'est pas la première fois qu'on se rencontre, Guillaume. Donc moi, quand je suis arrivé à Sciences Po, donc on était en 2018, à l'époque, j'avais pas particulièrement de connaissances sur la finance. J'avais eu quelques cours rapides de finance, mais j'avais pas de direction claire de carrière. En échangeant avec des camarades, le sujet du M&A, ou en tout cas le métier du M&A est très rapidement arrivé sur le tapis. Je m'y suis intéressé, je me suis rendu compte que ça me plaisait, que la dimension du métier me plaisait. Je ne vais pas la présenter ici parce que j'imagine que vous avez tout un tas de podcasts qui le racontent déjà. Mais c'est quelque chose qui me plaisait. Et donc, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à un forum carrière. J'ai rencontré une directrice en M&A du Crédit Agricole. On a eu les atomes crochus. On a bien échangé. Je lui ai laissé un CV. Et quelques mois plus tard, elle me revenait avec un mail en me proposant un entretien. Et donc, à la fois, j'étais très enthousiasmé à l'idée de passer cet entretien. Et en parallèle, je me disais, ça va être assez challengeant parce que je savais que les entretiens de M&A, ils sont assez formatés. Ils se basent sur un corpus de connaissances qui sont pas forcément traitées dans les premiers cours de M&A des masters, du master en tout cas dans lequel j'étais. Et je me suis donc inscrit à un événement de Sciences Po qui s'appelait, je crois, Préparez vos entretiens en M&A, animé par 2 intervenants qui, à l'époque, je ne connaissais pas. Et je pense peu de gens connaissaient. Donc, c'était toi et Young Jie, Training You. Donc, j'ai participé à cet événement. J'ai participé, je pense qu'à l'époque, les autres participaient surtout. Moi, j'étais surtout en observateur. Et à la fin de la session, je me suis dit qu'effectivement, j'avais vraiment besoin d'aide pour préparer ces entretiens de M&A qui sont, comme je disais, très formatés. Et donc, je suis passé vous voir et on a très vite déterminé qu'on allait pouvoir travailler ensemble.
Donc, je ne recommande pas forcément aux personnes qui vont écouter le podcast de faire ça. Mais j'ai séché les cours pendant une semaine pour préparer mes entretiens. Je me souviens, on se voyait quotidiennement à la BNF, à la cafétéria de la BNF. Ouais, c'est vrai, je me rappelle aussi de ces moments-là. On était en 2019 pour donner du contexte, donc c'était vraiment effectivement au tout début de Training You. Exactement. Et on a fait ça effectivement ensemble. On a fait ça. Et on a préparé donc, toutes ces questions techniques, toutes ces questions comportementales. Je suis allé en entretien et ça s'est très bien passé puisque j'ai eu une seule opportunité que j'ai convertie en stage. Et j'ai fait mon premier stage en M&A au Crédit Agricole que j'ai beaucoup apprécié. Et ensuite, j'ai continué avec un stage de private equity, un autre stage de M&A dans une banque, ce qu'on appelle une boutique, donc une banque spécialisée dans les fusions-acquisitions qui s'appelle Messier-Maris. Et je me destinais, disons, à une carrière plutôt en finance d'entreprise avec quelques années de M&A. Et ensuite, je me voyais partir en corporate M&A ou alors plutôt en private equity. Alors, tu as eu un parcours remarquable en M&A avec EPI, donc Corporate Finance de manière générale. Pourquoi finalement tu as décidé de ne pas aller vers ces métiers en début de carrière ? Je pense que déjà la première chose à avoir en tête, c'est que on était dans une période de Covid. Donc moi, pendant mon deuxième stage, j'ai commencé en mars mon deuxième stage en private equity. Période de Covid, le fonds de private equity dans lequel j'étais a été très touché. J'avais très peu de tâches à réaliser et je pense que ça a commencé ma réflexion à ce moment-là. En parallèle de ça, beaucoup de mes amis un peu plus âgés, beaucoup des amis de mes parents et de mes mentors commençaient à réfléchir aussi différemment à leur carrière professionnelle. Et je pense que c'est ce qui a commencé un peu ma réflexion. En parallèle, mon stage si on avance de quelques mois, j'ai eu mon stage de fin d'études dans une banque qui s'appelait Messier-Maris, qui s'appelle aujourd'hui Messier Associés, qui est une banque assez réputée pour ses qualités formatrices, je dirais, mais également d'exigence. Et je savais que j'allais faire beaucoup d'horaires et que j'allais être sous pression. Et j'avais beaucoup d'appréhension en fait pour ce stage. Et à ce moment-là, j'ai commencé à discuter avec tous mes amis qui n'étaient pas dans le conseil, qui n'étaient pas dans le M&A. Et il y a un métier qui sortait un peu du lot, c'était celui de l'inspection générale. J'avais un copain un copain du lycée qui avait été accepté et qui m'a présenté l'inspection générale et ça m'a tout de suite plu. Donc c'est comme ça que tu l'as découvert au départ. Est-ce que tu en avais déjà entendu parler avant ? Je pense pas, non. Je pense que c'était vraiment la première fois à travers cet ami-là qui y travaillait. Et quelle idée tu t'en faisais au départ de ce métier d'inspecteur général ? Alors, en fait, je pense que j'ai posé beaucoup de questions à cet ami, un peu à l'instar de ce que vous faites dans ce podcast. Donc, quels sont les horaires, quel est le salaire, quelles sont les missions, qu'est-ce qu'on réalise comme travail au quotidien. Et donc, j'ai tout de suite eu une idée assez précise de ce qu'était l'inspection. Et ce qui m'a tout de suite plu, c'était d'abord la dimension internationale. J'aurai l'opportunité de discuter après des missions, mais il y a une dimension internationale qui est très forte parce que en tant qu'inspecteur, on se déplace dans toutes les filiales de la Société Générale et en tant que quelqu'un de biculturel, de trilingue, c'est un aspect qui m'importait particulièrement. La deuxième raison, c'est la nature des tâches. Comme je disais, on fait des missions et donc chacune de ces missions se déroule dans un métier différent. On va vérifier un métier différent, on va voir un aspect différent du métier ou du risque particulier. Et donc je savais que c'était un métier avec beaucoup de variété. Et ça, c'est quelque chose qui me plaisait aussi énormément et qui était très stimulant pour moi. D'autant plus que c'était sur toile de fond de la banque, de l'environnement bancaire, qui était un milieu qui me plaisait particulièrement. Et la dernière dimension, c'est la dimension prestigieuse. Mon ami m'a très vite raconté que c'est un métier dans lequel l'inspection est vue comme un vivier de talents pour la Société Générale. Et donc, c'est une manière de se constituer un réseau au sein de la banque. Et c'est un parcours qui est très reconnu au sein de la banque et notamment de la Société Générale. Alors, j'ouvre du coup cette seconde thématique du podcast consacrée à l'inspection générale. Comment tu définirais le métier d'inspecteur général pour quelqu'un qui n'en a absolument jamais entendu parler et qui n'a aucune idée de ce que c'est ? Alors je dirais dans des termes très simples que l'inspection, c'est un métier
Déjà, c'est un département qui est indépendant à l'échelle de la banque, c'est-à-dire qu'il est rattaché directement au conseil d'administration. Il n'est pas supervisé par une autre business unit ou service unit. Et c'est un département qui conduit des missions de conseil interne à la croisée entre la stratégie, entre la gestion des risques et l'audit. Et ce, sur l'intégralité du groupe Société Générale, donc ça pourrait être n'importe lequel des métiers et n'importe lequel des filiales. Et ensuite, l'inspection, je dirais que c'est donc un département qui est composé d'à peu près une centaine de personnes à des niveaux de seniorité différents. C'est un parcours qui se compose en 3 niveaux de seniorité. Il y a des personnes qui sont des inspecteurs juniors, qui restent à peu près 3 ans. On va leur proposer, s'ils performent bien, une mission seule, donc une mission où ils seront chefs pour la première fois. Si ça se passe bien et s'ils le veulent, ils passent inspecteur senior pendant encore 3 ans. Et les meilleurs de chaque promotion se verront proposer un poste d'inspecteur principal. Et les inspecteurs principaux fonctionnent en collège. Donc il y a à un moment donné entre 5 et 8 inspecteurs principaux qui gèrent et qui sont à la tête du département de l'inspection générale. Et ce métier, on le retrouve principalement dans les grandes banques. En corporate, on parle plutôt d'audit interne ou de stratégie interne. C'est quoi les différences entre justement l'audit et la strat en interne dans une entreprise corporate et l'inspection générale dans une grande banque comme Société Générale? Très bonne question. La première précision, je dirais que l'inspection générale, c'est quelque chose qui est résolument français. Il n'y a que dans les banques françaises qu'on trouve l'inspection générale. Tu ne trouveras pas d'inspection générale chez Barclays, tu ne trouveras pas d'inspection générale chez JP Morgan. C'est quelque chose qui est exclusivement français. Et la deuxième précision, c'est que même dans les banques françaises, il y a des organisations qui sont différentes. À la Société Générale, tu as un audit et une inspection qui sont distinctes. Dans d'autres banques françaises, tu vas avoir seulement une inspection, mais qui réalise à la fois des missions d'inspection et des missions d'audit. Ensuite, je pense qu'avant de donner les différences, je voulais donner quelques éléments de similitude entre les deux métiers. Les deux, en fait, constituent à la Société Générale ce qu'on appelle la troisième ligne de défense. La première ligne de défense dans une banque, si on prend l'exemple de la banque de détail, c'est les métiers eux-mêmes. Donc c'est, si on prend ton conseiller, c'est la première ligne de défense. Quand il va octroyer un crédit à quelqu'un, il s'expose à un risque de crédit. Quand il va faire un onboarding, quand il va faire une entrée en relation avec un particulier, il y a un risque de conformité parce que potentiellement la personne elle est sous sanction et tu ne peux pas rentrer en relation avec elle. Donc ça, c'est ta première ligne de défense. Ta deuxième ligne de défense, c'est des métiers qui sont spécialisés dans la gestion des risques et qui, ponctuellement, vont intervenir sur les dossiers. Donc par exemple, si tu octroies un montant très élevé en tant que conseiller, tu vas devoir soumettre ta décision aux risques, qui eux vont accepter ou non ce risque de crédit parce que tu prends un engagement pour la banque. De même, sur les sujets de conformité, si tu cherches à faire une entrée en relation face à un client qui vient d'un pays qui est sous sanction aujourd'hui, alors tu devras solliciter un accord particulier de la part de la direction de la conformité. Ça, c'est les deux premières lignes de défense. La troisième ligne de défense, c'est l'inspection et c'est l'audit. Et elles interviennent a posteriori. Et l'idée, c'est de vérifier que les processus de la banque de gestion des risques sont bien mis en œuvre. Les principales différences entre les deux corps de métier que sont l'inspection et l'audit, je dirais que la première, c'est le fait qu'on est organisé différemment. Les inspecteurs sont formés à travers une période de formation de 3 mois et des formations récurrentes tous les ans pour pouvoir traiter l'intégralité des sujets. Les auditeurs, eux, sont spécialisés par métier. Donc tu vas avoir des auditeurs qui sont spécialisés sur la banque de marché, sur la banque de détail, sur la banque d'investissement. Et ils peuvent être spécialisés aussi par typologie de risque. Tu peux avoir des risques, des auditeurs qui travaillent sur des risques spécialistes en risque de marché, spécialistes en risque informatique ou alors en sanctions embargo. Ensuite, je dirais que les auditeurs, ils travaillent exclusivement sur des sujets de gestion des risques. Alors que quand tu es inspecteur, sur une mission, tu peux travailler sur des sujets effectivement de gestion des risques,
mais aussi d'efficacité opérationnelle, de dispositif commercial, stratégique, et tu peux même travailler sur des sujets d'actualité pour la banque, comme par exemple l'absorption de l'ISPLAN par ALD. L'inspection a été présente dans cette opération de M&A et la cession de nos activités en Russie en 2022. Et au-delà de ça, une autre différence que je donnerais, c'est que les missions d'inspection, elles sont mandatées par le top management, c'est-à-dire que c'est le COMEX de la banque et disons la strate juste en dessous d'eux, qui remontent leurs besoins à l'inspection sur par exemple un périmètre sur lequel ils ont moins de visibilité, sur un besoin particulier, un projet stratégique qui a été mis en œuvre, ils veulent avoir une vision claire dessus, ou sur une activité qui a été nouvellement créée. Ça, c'est les sujets sur lesquels on peut travailler, alors que côté audit, c'est un peu plus des missions périodiques de revue du risque. Alors tu parles des missions, est-ce que tu peux décrire les grandes étapes d'une mission d'inspection générale, de son démarrage jusqu'à la restitution? Oui. Alors déjà, je dirais que chaque mission a une composition d'équipe relativement similaire. Donc il va y avoir un inspecteur principal qui, lui, va mandater la mission, qui va être du coup promotrice de cette mission auprès du top management, qui va instruire la mission auprès des équipes, qui va du coup staffer un chef de mission. Le chef de mission, lui, aura la gestion quotidienne de la mission. Et donc, c'est lui qui va découper les périmètres, qui va donner des instructions, qui va déterminer quels sont les grands jalons en fait, de la mission et quels sont les principaux travaux qu'on va réaliser, qui va accompagner au quotidien les inspecteurs plus juniors. Et c'est lui aussi qui va rédiger et signer de sa plume le rapport d'inspection et faire les restitutions orales de nos principaux messages et des recommandations qu'on fait. Et ensuite, tu as les membres de l'équipe qui, eux, au quotidien, donc, réalisent des analyses, font des entretiens pour générer un message et avoir des conclusions à présenter pour la mission. Et donc, une mission, elle se compose en 3 étapes principales. Avant le commencement de chaque mission, un IP, donc un inspecteur principal, va te staffer, va t'expliquer donc, quelle est la mission, pourquoi est-ce qu'on lance la mission, quels sont les principaux enjeux, qui sont les membres de la mission et quels sont les périmètres couverts par la mission. Et ensuite, tu vas commencer ta mission, donc le chef de mission va te donner ton périmètre. Qu'est-ce qui déclenche aussi cette mission? Enfin, est-ce que c'est l'inspecteur principal qui décide de lui-même d'aller faire cette mission, ou est-ce que ça vient justement du top management de la banque Oui, c'est exactement ça. Ça vient du top management. Donc c'est le top management qui, tous les ans, de manière annuelle, fait une remontée de leurs besoins. Et conjointement en fait, avec ce que les inspecteurs ont vu. Parce qu'en fait, quand tu es sur une mission, tu as un sujet très précis. Tu vois Parfois, d'autres choses. Exactement, tu vois d'autres choses. Donc, tu vas recueillir aussi d'autres besoins. Tu vas remonter aussi ces besoins. Les inspecteurs principaux déterminent entre eux quelles sont les principales priorités, les soumettent au comité exécutif de la banque, qui les valide, et ensuite, on lance une mission. Et donc, tu te fais staffer. La première étape, c'est une phase de ce qu'on appelle de diagnostic. Donc là, l'idée, c'est vraiment de défricher le sujet. Donc de rencontrer un maximum de personnes sur ton périmètre, de récolter un maximum de documents et de faire beaucoup d'analyses. Donc c'est une phase qui est assez intense, qui dure à peu près 1 mois. Donc tu en as à peu près 2 dans l'année parce qu'une mission, c'est 6 mois. Donc c'est une phase assez intense qui se solde par la rédaction d'un rapport écrit interne qui sert pour des besoins internes. Donc on présente nos premières conclusions, notre rapport d'étonnement à l'inspecteur principal et on voit avec lui quelles sont les orientations qu'on va prendre, quels sont les travaux qu'on va réaliser, les analyses complémentaires qu'on va réaliser. Donc là, on va avoir une petite phase de restitution aux managers où on va leur présenter voilà les travaux qu'on va réaliser, voilà les messages préliminaires qu'on va encore consolider. Et là, on passe dans la seconde phase, qui est la phase de travaux. Donc là, l'idée, c'est de faire des workshops, de consolider les messages qu'on a déjà, d'essayer peut-être d'élargir un peu le scope ou alors de le préciser, et en vue de rédiger un rapport. Donc la rédaction du rapport, c'est la fin de cette deuxième phase, où donc on rédige un rapport avec nos principaux messages, nos principales conclusions, et aussi les recommandations qu'on a pour les top managers.
Et donc là, on rentre dans la troisième phase, qui est la phase de restitution. Et donc dans cette phase de restitution, on va publier le rapport, on va présenter les conclusions aux principaux managers et jusqu'au COMEX et parfois jusqu'au directeur général. Et on va leur présenter les recommandations et on va voir avec eux comment est-ce qu'on peut faire pour les mettre en place concrètement, ces recommandations. Alors toi, Olivier, tu as travaillé sur une grande diversité de missions, par exemple sur la banque de détail au Maroc, sur la Ouais. banque privée en France, sur le wholesale banking aussi. Est-ce que tu peux nous raconter ces principales missions, quels étaient leurs enjeux? Donc effectivement, tu as raison, j'ai fait pas mal de missions. J'ai fait une première mission qui était une mission au Maroc, où j'étais en charge des sujets de risques comptables et financiers, et donc de la liquidité également, et des risques de durabilité. J'ai été en charge sur ma seconde mission qui portait sur la correspondance bancaire. Donc grosso modo, c'est les virements en devises entre les banques. Et donc là, j'étais en charge des sujets d'efficacité opérationnelle. Et donc l'efficacité opérationnelle, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir plus d'automatisation, pour avoir moins de manualité et avoir plus de volume, réduire les coûts. Troisième sujet, c'était sur la conformité, donc des activités de marché. La conformité, c'est comment est-ce qu'on se conforme au corpus réglementaire que nous impose par exemple la BCE. Et donc là, moi, j'étais en charge des sujets de protection de la clientèle et donc de la réglementation, de l'implémentation de la réglementation MiFID II. J'ai enchaîné par une autre mission de conformité qui portait cette fois-ci sur la conformité de la banque privée et particulièrement sur les sujets de financement du terrorisme, de sanctions à embargo et de lutte anti-blanchiment. Et ma cinquième mission, ça a été ma mission en tant que chef de mission, ma mission seule. Et donc là, c'était une mission qui était une revue d'entités qui portait sur les entités d'outre-mer. Et donc notre réseau de banques de détail en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à La Réunion. Donc revue d'entité comme on en fait souvent à l'inspection. Les enjeux principaux, c'était de revoir les sujets d'efficacité opérationnelle, de revoir la gestion des risques, de revoir le dispositif commercial, de revoir la stratégie et de manière un peu plus détaillée, de revoir... on a eu l'occasion de traiter quelques sujets conjoncturels parce qu'en 2024, quand j'ai fait la mission, c'est le moment où il y a eu la crise insurrectionnelle en Nouvelle-Calédonie, c'est le moment où il y a eu le cyclone Chido à Mayotte, donc des événements assez importants à l'échelle d'une banque. Et on a pu, du coup, à ces occasions-là, étudier les impacts sur le portefeuille de crédit. Est-ce qu'on allait avoir des pertes? Si oui, à quelle ampleur? De l'entité qu'on avait à Mayotte et l'entité qu'on a en Nouvelle-Calédonie. Et ensuite, j'ai eu une dernière mission qui portait sur l'intégration de Bernstein, qui est notre filiale broker, qui est issue de la fusion entre les activités de Société Générale de broker et d'Alliance Bernstein, qui est un Américain. Alors, les problématiques sur lesquelles tu es intervenu auraient pu être adressées par des cabinets de conseil externes en strat, en management, mandatés par la banque pour faire justement ce travail. En fait, c'est un peu ce travail-là, toi, que tu fais. Est-ce que quand même une banque fait appel à des cabinets où tout est traité par l'interne? C'est une très bonne question. Alors je dirais qu'il y a les deux cas de figure sur des sujets qui sont vraiment des sujets vraiment que les cabinets de conseil maîtrisent, notamment les sujets de due diligence. Non, on ne va pas faire la due diligence à la place des cabinets de conseil en strat. Ça, c'est leur métier et c'est eux qui savent le faire mieux que personne et ils ont une expérience, une récurrence, etc. L'inspection, elle intervient vraiment sur des sujets qui sont des sujets souverains, des sujets internes à la banque, et elle vient apporter un éclairage que seuls des personnes qui sont internes à la banque peuvent apporter. Comme je disais, on a une période de formation qui nous permet de bien connaître la banque, et les personnes qui sont des inspecteurs seniors et des inspecteurs principaux, eux ont jusqu'à 6 ans d'expérience, jusqu'à 9 ans d'expérience, et ont une très bonne connaissance en fait, du groupe Société Générale et du mode de fonctionnement de Société Générale. Et donc, les regards qu'on porte, c'est des regards qui sont
seulement possible par l'inspection générale. Ça, c'est un premier élément de réponse. Un deuxième élément de réponse, je dirais que l'inspection, elle a un double but. Au-delà d'éclairer le top management, elle a aussi cet objectif qui est d'être un vivier de talent pour la banque. Et donc, c'est de se constituer un réseau, de voir tout ce qui existe dans la banque. Et de ce point de vue-là, c'est aussi une des missions stratégiques de l'inspection que de former les futurs talents de demain, et notamment Slavomir Krupa, qui est issu des rangs de l'inspection. Et je pourrais en citer plein d'autres, mais beaucoup d'illustres anciens sont des inspecteurs. Et donc, le fait de conduire ces missions en interne, ça contribue aussi au vivier de talent qu'est l'inspection. Pour terminer sur le rôle de l'inspecteur et des missions, quand tu arrives en fait auprès d'une entité, tu arrives avec un regard externe, mais tu es aussi dans la banque. Comment tu gères la relation avec les managers qui peuvent te voir comme une menace, un empêcheur de tourner en rond, parce que tu es quand même là pour expliquer des choses, faire des constats. Comment tu fais pour garder ce devoir de neutralité, d'indépendance, alors que finalement, tu fais partie de la banque et tu travailles au quotidien avec lui? C'est une très bonne question que je me suis posée avant de rejoindre l'inspection générale. Et je dirais que la première chose, c'est qu'on est vraiment mandaté par le top management. Si on lance une mission, c'est vraiment qu'il y a une demande. On ne la lance jamais à l'encontre de la direction générale. Si on lance une mission, c'est que la direction générale est preneuse des conclusions et des recommandations qui vont émaner de cette mission. Ton client, c'est vraiment la direction générale. Exactement. Finalement. Donc ça, c'est un point qui est déjà très important. Et ensuite, je pense que ce qui est important, c'est d'arriver avec beaucoup d'humilité, parce que à la Société Générale, les inspecteurs, c'est des jeunes diplômés initialement. Donc forcément, tu arrives avec beaucoup d'humilité, tu arrives avec du temps, et tu arrives avec le mandat, donc la capacité de demander à qui tu veux les informations et qui te répondent, lui demander des entretiens. Et donc, tu as cet accès aux ressources que d'autres n'ont pas. Et donc, charge à toi aussi de convaincre les managers avec lesquels tu travailles qu'il y a un intérêt pour eux, qu'ils peuvent faire remonter aussi leurs problématiques et les sujets sur lesquels ils souhaiteraient avancer à l'inspection pour émettre des recommandations dans ce sens. Et si effectivement c'est des points qui sont importants et c'est des points qui méritent d'être soulignés, d'une part ils seront remontés au management et d'autre part tu pourras avoir une recommandation sur le sujet et tu pourras avancer sur un sujet qui potentiellement était une épine dans ton pied. Et dans tous les cas, même s'il y a une activité sur laquelle tu étais sous-performant ou sur laquelle tu étais en bris d'une réglementation par exemple, mieux vaut que ce soit l'interne, mieux vaut que ce soit l'inspection qui trouve une défaillance plutôt que ce soit la BCE. Est-ce que tu as toujours été bien accueilli? C'est une très bonne question. Je dirais que plus j'ai monté en grade, plus je suis monté en grade et en seniorité dans mon parcours d'inspection, plus j'ai été respecté parce que aussi je comprenais mieux les enjeux et je comprenais mieux comment faire comprendre à mon interlocuteur qu'il y avait un intérêt pour lui à échanger avec moi et qu'il y avait un intérêt pour la banque, parce qu'au final mon interlocuteur il travaille au sein de la banque, son intérêt c'est aussi que la banque se porte bien, j'ai le même intérêt que lui et j'arrivais mieux à lui faire comprendre, je pense, qu'on avait des intérêts en commun. Donc l'erreur à éviter, c'est arriver en pensant qu'on sait tout et qu'on va apprendre la vie au manager. Absolument. Qui généralement est plus âgé que nous. Absolument. En fait, on est face à des managers qui ont parfois 20 ans, 25 ans, 30 ans de métier. En tant que jeune inspecteur, parfois, on a juste eu une formation de 2 heures sur le risque en question ou sur la business unit en question. Je pense qu'il faut vraiment arriver avec beaucoup d'humilité et c'est vraiment nécessaire pour pouvoir travailler avec ces managers-là et leur faire comprendre qu'on est là pour travailler avec eux. Alors, j'ouvre une thématique liée au lifestyle dans l'inspection générale. D'abord, tu as parlé des missions au Maroc, dans les territoires d'outre-mer. Oui, c'est quoi la répartition entre le bureau et le terrain? Dans le terrain, je mets évidemment tous les déplacements. Et je prolonge la question, est-ce que c'est vrai qu'on voyage beaucoup, longtemps, quand on est inspecteur général? Oui. Alors, première partie de ta question sur le terrain. Je dirais que ça reste un métier de bureau. On est quand même toujours derrière un écran, on fait des analyses sur Excel, on fait des présentations PowerPoint, on rédige notre rapport sur Word. Donc voilà, c'est la suite Excel, Office, et on travaille quand même sur un écran. Par contre, la dimension terrain du métier, c'est que tu rencontres beaucoup d'interlocuteurs.
j'ai expliqué, la phase de diagnostic, c'est une phase dans laquelle tu rencontres beaucoup de personnes. Tu peux rencontrer jusqu'à 6, 7, 8 personnes par jour et aller dans leur bureau et échanger avec eux. Bon, moi, je prenais des notes sur mon ordinateur, donc je suis quand même derrière un ordinateur. D'autres le font avec un calepin, mais c'est ce qu'on pourrait qualifier de terrain. En phase de travaux, c'est un peu plus calme. Et là, tu vas peut-être rencontrer 2-3 personnes. Tu vas faire plutôt des analyses de ton côté. Mais ça reste un métier de bureau. Ensuite, sur ta deuxième question, qui est une question sur les voyages. Là, en l'occurrence, c'est vrai qu'on voyage beaucoup à l'inspection. Ça fait partie du job. Ce que les inspecteurs principaux promettent lors du recrutement, c'est 33% d'étrangers et outre-mer, donc hors France métropolitaine, pour les inspecteurs. Donc, en dehors de ta période de formation, que tu fasses à peu près 33% du temps hors France métropolitaine. Dans mon cas, je dirais que j'ai fait peut-être à peu près 40%. Sur ma première mission, j'étais pleinement au Maroc. Sur ma mission... Tu restes plusieurs semaines sur place au absolument, Maroc. Absolument. Moi, quand j'ai fait ma mission au Maroc, je suis quasiment pas rentré en France. Je suis rentré en France peut-être pendant 2 semaines pour une formation, mais c'est la seule instance à laquelle je suis rentré en France. Sinon, je suis resté au Maroc. Et ma mission en Outre-mer, j'ai été en Polynésie et à La Réunion. En Polynésie pendant presque 2 mois et demi, 3 mois, et à La Réunion pendant 1 mois et demi. Et ensuite, toutes les autres missions que j'ai réalisées, hormis la mission de banque privée qui était exclusivement en France, c'est des missions sur lesquelles j'ai voyagé. J'ai fait des sauts de puce à coup de 3 semaines à Londres, 2 semaines à Hong Kong, ce genre de choses, notamment sur la mission de banque de marché. J'ai aussi fait 2 semaines à Francfort. Tu peux être amené comme ça ponctuellement à aller faire des sauts de puce dans des géographies qui sont impacté par la mission. Donc par exemple, quand tu fais une mission sur la banque d'investissement, en général, tu vas aller sur les différentes places. Donc tu vas aller à Londres, tu vas aller à Francfort, tu vas aller à Hong Kong ou tu vas aller à New York. Est-ce que tu peux Pas aussi... forcément dans toutes les destinations, mais potentiellement une des destinations pour vérifier si les messages que tu as constatés à Paris ou les constats que tu as sont partagés par les managers en local. Et je pense qu'on continue à privilégier aussi beaucoup à l'inspection le présentiel et le fait de parler en direct avec ses interlocuteurs, même quand ils sont de l'autre côté du monde. Est-ce que tu peux aussi parcourir la France métropolitaine dans les différentes régions, notamment dans le cadre de la banque de détail ? Absolument. Absolument. Moi, dans le cadre de la mission que j'ai réalisée sur la banque privée, on a fait un déplacement à Marseille. Je sais que beaucoup de mes camarades à l'inspection ont fait beaucoup de missions dans toutes les villes de France où tu as une banque de détail Société Générale, tu peux potentiellement te déplacer. Alors, c'est quoi les horaires pour un jeune inspecteur général Ouais. dans la banque ? Est-ce que c'est un peu comme l'audit interne ou la strate interne dans un cabinet ? Est-ce que c'est plus régulier, plus irrégulier ? La première précision, je pense que c'est très dépendant de ta mission. Donc ça va vraiment dépendre de ton sujet, donc du sujet de ta mission, du périmètre qui t'est attribué, de ton chef de mission et de ton propre style. Parce que si tu es sur la mission la plus stratégique de l'année et que tu as le périmètre le plus stratégique, bah forcément tu vas faire des horaires. Et c'est entendu et c'est comme ça. Sur tes premières missions en tant que junior, tu as des périmètres qui sont un peu plus périphériques de la mission, mais tu sais un peu moins faire les choses, donc ça prend aussi un peu plus de temps. Je distinguerai 2 phases, donc la phase de diagnostic et la phase de travaux. Dans la phase de diagnostic, comme tu as un laps de temps qui est assez contraint, 1 mois en général, tu es très rapidement amené à faire des horaires. Parce que tu dois, en un temps très limité, faire beaucoup d'analyses. Et donc moi, ça m'est déjà arrivé de croiser des gens du MNE en phase de diagnostic. Donc des horaires où j'ai dépassé minuit. C'était pas sur toutes les missions, mais sur certaines missions, ça m'est déjà arrivé. Et en phase de travaux, c'est un peu plus smooth sailing et tu as un peu plus, je dirais, de latitude. Et la plupart des gens travaillent entre 9h et 19h, 19h30. Et moi, pour ma part, je travaillais entre 9h et 20h. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent jusqu'à 20h30, 21h. Ça dépend vraiment de chacun. Comment tu décrirais l'ambiance au sein de l'inspection ? En termes d'ambiance, la première chose que je dirais, c'est que l'ambiance, elle est déterminée surtout par la mission sur laquelle tu es.
Une mission, c'est 6 mois et tu travailles à peu près avec entre 5 et 9 autres inspecteurs et tu partages leur quotidien. Quand tu travailles avec eux au quotidien, potentiellement tu te déplaces, donc tu manges avec eux le midi. Si tu es à l'étranger, tu manges avec eux le soir, tu passes tes week-ends avec eux, parfois tu passes tes vacances avec eux. Donc l'ambiance, elle est vraiment déterminée par ta mission. Ça crée des liens. Exactement, ça crée des liens. Et je dirais que les dominateurs communs, quand tu retrouves le département quand tu es à Paris, c'est déjà le fait que tout le monde est relativement jeune. À l'inspection, on recrute en sortie d'école, donc les personnes les plus âgées sont les inspecteurs principaux qui ont entre 30 et 35 ans. Et l'autre dénominateur commun, c'est le côté un peu plus scolaire, avec une période de formation déjà sur laquelle tu es évalué et à l'issue de chaque mission, beaucoup de feedback. Donc tu es souvent évalué à l'inspection parce que c'est seulement les personnes les plus performantes qui se voient proposer de passer de junior à senior et de senior à inspecteur principal. Donc ça, c'est une dimension qui, moi, j'ai trouvé très stimulante et j'ai toujours trouvé que c'était une compétition qui était saine, mais qui te tire vers le haut. Mais c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. À quoi il faut s'attendre en termes de rémunération maintenant quand on rentre dans l'inspection? Parce qu'on a parlé des horaires qui pouvaient être parfois intenses. Et j'imagine qu'il y a une contrepartie au niveau du salaire. Comment ça se passe? C'est très transparent. On est tous sur une grille de salaire qui est identique pour le salaire fixe. Donc c'est 55K à l'entrée, le salaire fixe, et ça évolue à peu près de 10% par an. Ensuite, tu as une partie qui est variable, donc là qui dépend de ta performance individuelle, qui est de l'ordre de 15-20% de ton fixe. Et il y a une autre partie qui est non négligeable, c'est les indemnités quand tu es à l'étranger, qui sont des indemnités des indemnités nettes, je veux dire, qui du coup ne sont pas imposées. Alors, on va passer à une autre thématique, celle du recrutement dans l'inspection générale. Quels sont les profils recherchés par ce département de la banque? Je dirais qu'en termes de profil académique, on cherche des gens qui sont diplômés de grandes écoles d'ingénieurs, de grandes écoles de commerce, d'universités prestigieuses, Sciences Po, Dauphine ou internationales. Je dirais qu'on cherche des gens qui ont une appétence déjà pour le conseil ou pour la banque ou pour l'audit. Et je dirais qu'on cherche aussi des comportements, donc des gens qui sont rigoureux, des gens qui sont curieux et des gens qui ont vraiment l'esprit d'équipe. Quels sont les stages qu'on peut positionner dans son parcours pour optimiser le passage du screening? La réalité, c'est que je dirais qu'il n'y en a pas, parce que quand je regarde les profils des inspecteurs autour de moi, il y a vraiment tous les types de profils. Des gens qui ont fait une alternance à la Société Générale et qui n'étaient pas du tout dans des départements de stratégie, mais qui étaient dans des départements plutôt support, des gens qui ont fait de la banque d'investissement, des gens qui ont fait du conseil auparavant, des gens qui ont fait de l'audit. Vraiment, il n'y a pas de profil type. Ce que je dirais quand même, c'est qu'il faut que ce soit des gens qui ont eu une expérience dans le milieu bancaire ou vraiment dans le milieu du conseil. Ça aide vraiment. Parce que le milieu de la banque, même les gens, vous avez fait, j'ai écouté récemment un podcast, moi aussi j'écoute vos podcasts sur le M&A FIG. C'est un milieu qui est très particulier et il faut vouloir s'y insérer et l'inspection recrute vraiment sur le long terme pour le vivier talent de la banque de demain. Et de ce fait-là, on cherche des gens qui sont vraiment très intéressés par le milieu de la banque. Donc il faut avoir montré cet intérêt à travers ces stages. Je dirais que c'est le seul point qui est important. Est-ce que ça peut être valorisé de contacter des inspecteurs en poste pour obtenir des informations? Absolument. Et aussi favoriser l'obtention l'entrée dans le process? Alors, l'entrée en processus, non, parce que c'est un concours et donc il y a des canaux qui sont dédiés pour ce concours. Par contre, pour mieux comprendre le processus de recrutement, mieux comprendre le quotidien de l'inspection, je trouve que c'est encouragé et c'est même nécessaire parce que le métier d'inspecteur, c'est pas comme le M&A où tu vas pouvoir faire un stage et te projeter, voir ce que font au quotidien les analystes. Le métier d'inspecteur ne prend pas de stagiaire. Donc, quand tu vas arriver, tu vas faire ta période de formation pendant 3 mois et ensuite, tu vas arriver dans le poste. Et donc, jusqu'alors, si tu t'y es pas intéressé,
bah, tu n'auras aucune idée de ce que tu fais au quotidien. Donc c'est quand même important, je trouve, de contacter quelqu'un en amont, de te poser des questions, d'écouter des podcasts, Voilà, vous pourrez de aussi lire des écouter ce articles. podcast parce qu'on est très fiers chez Trainio de mettre en avant ce métier qui est honnêtement pas très connu. Absolument, On oui. n'en parle pas beaucoup, donc merci encore à toi Olivier Ouais, de prendre le c'est un temps plaisir. de partager ça avec nous aujourd'hui. Quel est justement le process de Ouais. recrutement pour l'inspection générale? Bah, la première chose, c'est de postuler entre le mois de septembre et de fin novembre. Donc ça, c'est la période sur laquelle on recrute. La première étape, ça sera un screening. Il y aura un screening de CV. On vous envoie un lien pour faire une série de tests en ligne, donc des tests de logique, des tests de raisonnement verbal. À la suite de ces tests-là, certains candidats seront contactés pour un assessment center, donc qui se déroulera à la Défense. Là, l'idée, c'est de vous voir en présentiel et c'est de vous faire passer une série d'épreuves. Donc, il y a des épreuves rédactionnelles, il y a une synthèse, il y a une épreuve en groupe, un business case pour voir comment vous raisonnez. Il y a un entretien RH et il y a aussi une épreuve de logique à l'écrit. Est-ce que tu participais toi au recrutement en tant qu'inspecteur junior déjà ou pas encore? Alors non, moi pas encore. Il y a certains inspecteurs juniors qui le faisaient. Moi, au moment où j'aurais pu y participer, c'est le moment où j'étais en Polynésie, donc j'avais une bonne excuse pour ne pas y participer. Euh, et donc, voilà, ça c'est la deuxième étape, qui est cet assessment center. Et juste après l'assessment center, tu as un grand oral. Donc, c'est un exercice assez particulier. Donc, je crois qu'à ce moment-là, il reste assez peu de candidats. Et l'idée, c'est de les faire intervenir devant un jury de 5 personnes. Et donc, c'est des top managers de la banque. À l'époque, moi, j'ai eu à mon jury d'entretien Bertrand Cozzarolo, qui est aujourd'hui co-directeur de la banque de détail en France. Certains ont eu Frédéric Oudéa, certains ont eu le directeur de la banque d'investissement. Donc voilà, c'est des profils qui sont quand même assez intéressant à l'échelle de la banque et qui témoigne aussi de l'intérêt du top management pour l'inspection. Et donc ça se déroule en deux parties. Il y a une première partie où on va vous donner une citation ou un cartoon et il va falloir raisonner sur ce cartoon de manière structurée et s'en suivra ensuite un échange donc sur ce cartoon mais de manière générale sur les motivations, sur l'environnement bancaire. Quel avait été ton cartoon? Moi, c'était un cartoon sur l'IA et sur la manière dont on devait commencer à travailler avec de plus en plus d'intelligence artificielle dans nos métiers. C'est des sujets au hasard ou tu as C'est des sujets au hasard, oui. de cas Je quand crois même que c'est. à préparer? Alors, en l'occurrence, c'est chaque concours est piloté par un inspecteur principal. Et donc, c'est à l'inspecteur principal de recenser un ensemble de cartoons ou un ensemble de citations. J'ai un copain qui avait une citation de Jacques Attali sur le trafic d'influence et le pain, est-il le pain quotidien du pouvoir, ce genre de choses. Mais voilà, donc il y a plein de citations qui sont possibles, mais il faut juste montrer que on sait raisonner de manière structurée, on sait exposer et on sait parler, parce que effectivement les questions de restitution écrite que je t'évoquais tout à l'heure, qui est centrale à l'inspection, est évaluée, mais pas encore la restitution orale. Et donc là, c'est un peu l'objectif. Quelle épreuve a été la plus difficile pour toi? Pour moi, je dirais que c'était l'Assessment Center. Parce que donc moi, j'ai passé les entretiens en 2021 et donc on était encore à distance. Donc on a dû faire des business case pardon, à distance. Et j'avais trouvé ça très difficile en fait de communiquer avec les différentes personnes parce que on parlait en même temps dans le micro, on savait pas qui avait envie de parler à quel moment et j'avais trouvé ça assez ardu. Et ce qui me mène à donner un conseil pour les entretiens et notamment pour ce business case, c'est écoutez-vous et c'est très important en fait de démontrer pendant ces épreuves-là un bon esprit d'équipe parce que c'est central à l'inspection générale. Et j'ai beaucoup vu des candidats et j'ai beaucoup entendu mes camarades décrire des comportements de candidats qui veulent montrer qu'ils savent, qu'ils sont bons. Parfois c'est le cas, mais il faut aussi savoir montrer qu'on sait laisser la place aux autres et qu'on sait travailler en équipe. Est-ce qu'il y a des éléments à préparer pour bien réussir ce process et de manière plus générale, quel conseil tu donnerais à un étudiant qui souhaiterait candidater à l'inspection générale? En termes de conseils, je pense que le conseil que je donnerais, c'est celui d'avoir une bonne culture générale bancaire.
Donc de se renseigner sur qu'est-ce qu'une banque, qu'est-ce qui la différencie d'un corporate, quelles sont l'actualité des banques et quels sont les enjeux des banques. Ça, c'est quelque chose qui est assez important à avoir en tête au moment des entretiens. C'est vraiment un plus et ça montre aussi que vous êtes extrêmement motivé pour travailler dans cette industrie qui est l'industrie bancaire, qui est vraiment particulière par rapport à un corporate classique. Alors j'ouvre la dernière partie de ce podcast consacré aux exits après quelques années dans l'inspection générale. Toi, tu es resté 2-3 ans. 3 ans, oui. 3 ans au sein de ce département. Quelle est la durée moyenne d'un inspecteur dans ce département et quels sont les principaux exits après quelques années d'expérience? Alors déjà, je dirais en termes d'exit, le métier d'inspecteur, il mène forcément un exit. C'est pas comme un métier de conseil où tu peux pas rester toute ta vie. Exactement. Tu peux pas rentrer en tant que stagiaire et finir en tant que partenaire. Finir ta carrière là-bas en tant que partenaire à 60 ans. L'inspection, tu rentres et tu sais que tu fais partie d'un parcours qui va durer 3, 6 ou 9 ans si tu veux sortir au sein de la Société Générale. Donc, 3 ans junior, 3 ans junior, senior, 3 ans principal. Inspecteur principal, tout à fait. Et donc, tu as des fenêtres de sortie. Donc, tu vas avoir ton parcours pendant 3 ans. Et donc là, au bout de 3 ans, on va ou non te proposer une mission en tant que chef de mission, donc ta mission seule. Tu vas décider de l'accepter ou non. Donc là, tu as l'opportunité déjà de sortir. Ensuite, si tu décides de rester, si tu réussis ta mission et que tu décides de rester, on te propose, au bout de 6 ans, et si tu as été très bon dans ton parcours, on propose à un inspecteur et une inspectrice de passer inspecteur principal. Donc, sur une promo de combien? Donc tu as une promo, c'est à peu près 35 quand tu arrives. Et après 3 ans, combien après reste 3 ans, dans le deuxième cycle? Après 3 ans, je dirais qu'on propose à peu près à une dizaine de personnes de partir en mission seule. Et après, tu te retrouves avec... dans ma promotion, c'était 7 ou 8 personnes qui passent senior. Ça peut être plus. Tu peux avoir des promotions où il y a 12 personnes. Tu peux avoir des promotions où c'est plutôt 6-7. Donc c'est autour d'un tiers de la promotion. Exactement. Donc les 2 tiers, en fait, ils vont faire autre chose directement. Ils restent dans la banque, ils vont ailleurs. Alors il y a des gens qui partent, qui se rendent compte qu'en fait, ils avaient peut-être moins d'appétence pour l'industrie bancaire. Il y en a beaucoup qui partent en conseil. Il y en a beaucoup qui sortent dans des startups, par exemple. Il y en a qui sortent au bout de 3 ans et qui rentrent dans les métiers de la banque. Il y en a beaucoup qui sortent en banque d'investissement. Je pense que c'est la principale exit dont moi aussi, que j'ai moi aussi choisi. Il y a des gens qui sortent dans la banque de détail. Il y a des gens qui sortent dans les métiers de l'assurance. Vraiment, ça peut être n'importe où dans le groupe. Il y a des gens qui sortent dans les fonctions support. Il y a des gens qui sortent dans la direction financière. Il y a des gens qui sortent dans la direction informatique. Vraiment, il peut y avoir tous les types de profils. En général, il faut quand même avoir eu une appétence auparavant. Donc, quelqu'un qui sort dans la direction informatique, j'imagine que c'est un ingénieur. C'est pas quelqu'un qui a un parcours très littéraire, qui a un parcours de juriste, qui décide subitement de partir en tant qu'ingénieur informatique. Et ensuite, donc sur les parcours seniors, je dirais que c'est à peu près la même chose. Là, tu as plus de gens qui sortent dans une fonction qui est une fonction de directeur de cabinet, qui est un peu une continuité de l'inspection, parce que tu continues à être très transverse. En fait, tu continues à travailler sur des sujets très transverses et très stratégiques au sein d'une direction, mais toujours très stratégique et très transverse. Et ensuite, tu as les postes d'inspecteurs principaux. Et donc, les postes d'inspecteurs principaux, pareil, beaucoup de directeurs de cabinet, mais tu peux vraiment avoir plein de types de postes. Il y en a qui sortent dans le réseau, il y en a qui sortent dans le réseau Afrique, qui sortent directeur général adjoint d'une entité en Afrique, par exemple, ça s'est vu, directeur de programme, vraiment plein de types de métiers différents, ou alors qui peuvent aussi sortir dans la banque d'investissement en tant que directeur. Et du coup, les équivalences de l'inspection en termes bancaires, quand tu es inspecteur junior, ça a une équivalence à peu près analyste associate. Si tu sors, tu es associate, l'équivalent de associate depuis déjà 1 an. Quand tu es senior, quand tu sors, tu es VP, l'équivalent de VP depuis déjà 1 an. Et quand tu es inspecteur principal, tu es l'équivalent de director, ou si tu négocies bien, managing director. Alors Olivier, on t'avait proposé, toi, le deuxième cycle et tu as préféré quitter l'inspection et tu as rejoint en tant qu'associate un poste en IB,
Donc Ouais. en banque d'affaires, en financement, et en financement de projets. Donc c'est Aviation Financing et Advisory. Ouais. Pourquoi ce choix? Est-ce que tu peux nous parler de ton métier actuel Ouais, bien sûr. et quelles sont les compétences acquises au sein de l'inspection générale que tu développes aujourd'hui et que tu mobilises aujourd'hui dans ton nouveau métier? Alors moi la raison elle est très, très simple, je dirais, c'est que j'avais besoin de stabilité géographique. Je pense que quand j'ai commencé l'inspection, j'étais vraiment très demandeur d'étrangers et j'en ai, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup fait. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, mais au bout de 3 ans, pour des raisons de vie privée, j'avais besoin de plus de stabilité et de me baser à Paris. Et en parallèle de ça, je me suis rendu compte aussi, pendant mon parcours d'inspection, que moi, ce qui me plaisait, c'était vraiment de devenir expert d'un sujet. Quand tu es inspecteur, tu es un peu le médecin généraliste de la banque. Tu connais la banque de manière générale, tu vas prendre le pouls d'une activité, tu vas faire des analyses sur un métier, sur un type de risque. Mais tu vas très vite changer en fait. Donc même si tes analyses sont robustes et que tu es monté en compétence très rapidement sur un sujet, bah, tu vas tout de suite changer. Et du coup, ce qui va faire que tu deviens pas vraiment expert d'un sujet. Moi, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait, c'était vraiment devenir expert d'un sujet. Et côté IB, dans mes précédents stages, je sais que j'avais eu en fait cette dimension expert, expert dans les valorisations, expert dans la gestion d'un processus de M&A. Et ça, c'est un aspect qui me plaisait beaucoup. Et ça, avec la dimension client, j'étais certain que je voulais me rediriger vers l'IB. Et finalement, pas le M&A. Et finalement, pas le M&A, parce que, encore une fois, considération de vie privée, je pense que j'aurais pas pu retourner vers le M&A. C'était des horaires qui étaient un peu trop importants pour moi. Ok. Et pourquoi ce métier-là? Parce que c'est un métier qui est, je suis, comme tu le disais, associate dans une équipe de financement d'aviation, où on finance des avions et des hélicoptères. Pourquoi ce métier? Parce que c'était un métier qui avait déjà une dimension très internationale. Nos clients, c'est des clients qui sont partout dans le monde. On peut financer des avions en Chine, aux États-Unis, en Afrique, en Europe. Et où je pouvais utiliser encore ma biculturalité et les langues que je maîtrise. Ça, c'était très important pour moi. C'est un métier qui est extrêmement tangible. Quand tu finances un avion depuis le début jusqu'à la fin, quand tu envoies les fonds à Airbus, bah, tu peux suivre sur Flight Radar ton avion qui décolle et de manière assez tangible, tu as contribué en fait au fait que cet avion-là soit aujourd'hui en vol. Et ça, je trouvais ça très important. Et en fait, c'était une opportunité grâce à mon réseau d'inspection. Donc, l'opportunité est arrivée grâce à mon réseau d'inspection. Je m'y suis engouffré et j'ai été très rapidement bien accueilli parce que dans l'activité, donc on est une équipe de à peu près une douzaine à Paris et il y a 4 inspecteurs dont le head global de l'activité qui est un ancien inspecteur également. Et sur ta dernière question, quelles sont les compétences que je développe, enfin que j'utilise principalement aujourd'hui? Je dirais que c'est la curiosité, parce que j'ai toujours aujourd'hui envie de comprendre tout ce que je fais, tous les modèles qu'on utilise, que ce soit des modèles de pricing, que ce soit des modèles de liquidité, que ce soit les différentes étapes qu'on réalise dans la gestion des risques au quotidien. J'essaie toujours de comprendre et j'essaie toujours de relier ça à des choses que j'ai compris à l'inspection. Et le pendant de cette curiosité, c'est justement la connaissance du groupe Société Générale et la connaissance de la banque de manière générale qui m'aide vraiment, je pense, au quotidien. On arrive, Olivier, à la fin de ce podcast, mais il reste encore une toute petite partie, c'est le traditionnel quiz du Choose Your Career, dont je vais rappeler les règles brièvement, des questions courtes de mon côté et des réponses courtes de ton côté. Très bien. Est-ce que tu es prêt? Tout à fait. Un mot pour définir l'inspection générale. Je dirais formateur. La phrase que tu pourrais dire, donc c'est un peu plus d'un mot ici, pour convaincre un étudiant de démarrer sa carrière au sein de l'inspection générale. La voie royale pour commencer sa carrière en banque. Le cliché sur l'inspection que tu aimerais un peu déconstruire. L'inspection, c'est la police de la banque. Si tu n'avais pas été inspecteur, tu aurais fait quoi? Je pense du project finance, parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas l'asset finance et ni l'aviation finance. Une mission qui t'a particulièrement marqué? Ma mission seule,
où j'étais chef de mission et où j'ai beaucoup voyagé en Polynésie, à La Réunion notamment. Une anecdote que tu as peu racontée, que tu aimerais nous partager aujourd'hui? Chaque mission d'inspection, j'ai eu un hobby. Et pendant ma mission, et notamment pendant le segment polynésien, je me suis mis à la plongée. J'avais jamais fait de plongée avant de mettre les pieds en Polynésie. Et en 3 mois de mission, j'ai fait 50 plongées. J'ai passé 2 niveaux. Et j'ai vécu des choses incroyables sous l'eau, y compris avec des membres de la mission. Et j'ai fait des plongées qui étaient juste incroyables. Et ça, c'est aussi grâce à l'inspection qui m'a permis de voyager dans ces contrées-là où j'aurais autrement, je pense, jamais mis les pieds. Le conseil que tu donnerais au plus jeune Olivier Yang qui étudiait à Sciences Po il y a quelques années? Je dirais de se faire confiance. Et je dirais aussi que le travail finit toujours par payer. Merci Olivier. Merci Guillaume. Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur nos chaînes YouTube et Spotify. Pour ne rien rater de nos actualités, c'est sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram et TikTok. Et si vous cherchez un stage ou un CDI dans ces métiers, préparez-vous avec les meilleures ressources sur Training You.